son Excellence et tout le corps diplomatique et tous nos élus participants aujourd'hui. Nous allons commencer ce panel le premier panel de cette journée, de cette première journée de l'entrepreneuriat, sera basé sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, défis et opportunités pour la diaspora ivoirienne et aux États-Unis d'Amérique. Nous avons avec nous Alain Kouyaté. Bonjour Alain. Bonjour. Nous avons avec nous Siriki Sangaré. Bonjour. Nous avons avec nous Franck Saou. Bonjour. Et je me permettrai de passer le micro à chacun pour se présenter d'abord. Donc je commencerai à ma gauche avec Alain Kouyaté. Merci. Quand on demande de se présenter, il faut savoir se présenter. Donc, je m'appelle Alain Kouyaté. Je pense que je suis peut-être le doyen des Ivoiriens aux États-Unis maintenant. Ça va vous étonner, mais je suis ici depuis 1984. Je fais le grand écart entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je suis arrivé ici en 84 avec une bourse sportive pour me préparer au championnat, aux Jeux Olympiques de 88 en taekwondo. Donc pour vous dire que ça fait un bout de temps. Donc je pense que pendant ce panel, nous aurons l'opportunité d'échanger. Mon expérience est vraiment l'expérience d'un Ivoirien aux États-Unis. J'ai fait multiples essais en Côte d'Ivoire, certains avec succès, certains avec échec. Et donc je suis content de pouvoir partager mon expérience avec vous. Je peux vous procurer. Merci beaucoup, doyen. Merci. Déjà, vu que M. Suri qui a le micro, je profite en même temps. Excellence, M. Touré Ibrahima. Excellence, mon frère et tonton Ali Touré. Excellence, messieurs les ambassadeurs et tous les compatriotes qui sont là. Je voudrais donc remercier vraiment personnellement Excellence Ibrahima Touré qui m'a fait l'honneur de venir rencontrer évidemment nos frères ici pour partager nos différentes expériences. Dans la salle, je vois beaucoup d'amis, beaucoup de frères, notamment José, avec qui nous avons travaillé déjà sur beaucoup de choses. Je voudrais donc vous dire que je suis M. Sangaré Siriki, donc président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest, et aussi président directeur général d'une société de promotion immobilière OPES Holding. L'honneur donc est pour moi aujourd'hui d'être là, pour parler de l'environnement des affaires, parler aussi de tout ce qui est lié à l'immobilier et partager nos expériences de sorte que la diaspora américaine, ainsi des autres diasporas, notamment la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise, la diaspora des autres pays, que nous puissions ensemble développer la Côte d'Ivoire et permettre à tous de pouvoir à un moment donné contribuer au développement du pays. Donc je voudrais donc tout à l'heure, avec des échanges, apporter ma modeste contribution. Encore merci Excellence. Je voudrais donc passer le micro avec votre permission. Merci beaucoup. Merci M. Sangaré. Merci cher panéliste. Merci au doyen. Moi je suis Franck Moussou Saou. Je ne sais pas si je dois me qualifier de la diaspora ou je suis de la Côte d'Ivoire. Bon, je suis ambivalent les deux. Donc vraiment je voudrais avant tout propos vous féliciter, son Excellence M. Ibrahima Touré, pour cette initiative que vous avez prise. Très belle initiative parce que moi j'ai fait près de 25 ans ici aux États-Unis et de mémoire je n'ai pas vraiment souvenance de ce genre d'initiative-là. Donc c'est quelque chose à encourager et nous vous tirons notre chapeau. Je suis Franck Moussou Saou. J'étais en Pennsylvanie il y a quelques années de cela, il y a quelques mois de cela. Donc je suis le nouveau directeur des investissements anglo-saxons au CPC, qui est une structure étatique rattachée à la primature. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, partager à la fois l'expérience de ce que j'ai vécu ici
et puis aussi partager l'expérience de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Parce que le CPC, c'est le centre de la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Et souvent, quand on n'a pas l'information dans quel secteur investir, quel genre de documents fournir, quels sont les contacts à avoir, souvent ça devient un peu difficile. D'où l'opportunité du sujet qu'on a aujourd'hui, défis et opportunités de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Donc c'est un honneur pour moi d'être là et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger sur certains points afin que je puisse vous éclairer sur certains sujets. Donc merci. Merci. Merci aux panélistes. Je sens que nous avons un panel très varié. Nous avons l'information de la technologie avec les doyens. Nous avons l'immobilier avec Cyril Sangaré. Et nous avons l'investissement avec Franck Sao. Donc la première question que je veux vous poser ici, c'est que la Côte d'Ivoire est depuis 2011 dans une phase de développement. Alors, le gouvernement ivoirien a vraiment entamé assez de réformes. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'environnement des affaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-il propice à l'entrepreneuriat? Ou subsiste-t-il encore des barrières? Si oui, lesquelles? Je vais commencer peut-être avec le doyen. Encore une fois? Bien. La prochaine fois, il faut passer. D'accord. Donc, moi, de formation, je suis un informaticien. Je suis dans la technologie, je suis ingénieur informaticien. Et mes expériences ont toujours été dans le domaine de la technologie. Donc, je peux remonter, vous faire un peu les étapes. 2002, j'ai monté à Abidjan, à Marcory précisément, un des plus grands cybercafés de la ville à l'époque. Donc c'était 2002, vous savez bien ce qui s'est passé vers cette période. Les troupes politiques, 2 ans après, on a fermé les portes parce qu'on n'arrivait pas à opérer. Alors 10 ans après, 2012, au lendemain de la crise, je vais refaire un essai. Il y avait d'autres petites choses entre-temps, mais dans le domaine de la technologie, j'ai toujours voulu faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc je repars et sur fonds propres, je monte une petite boîte de développement de logiciels à Abidjan encore une fois. On opère pendant 2 ans et demi et éventuellement on ferme les portes, encore une fois liées aux difficultés d'obtenir des contrats, les difficultés d'opérer. Et 10 ans après, donc un peu moins de 10 ans après, 2018, là, avec mon partenaire qui est ici, Abou Kouyaté, voilà. 3e essai, cette fois, pas sur fonds propres, mais avec une subvention de quelques millions de dollars du Millennium Challenge Corporation. On monte une société en Côte d'Ivoire dans le domaine de la data science, donc de l'informatique. Alors on est toujours en opération, donc je considère que j'ai franchi le cap, on a franchi le cap, puisque maintenant, 4 ans après, on est toujours en opération. Donc les choses ont beaucoup changé. Je vais vous donner un petit fait, puisque je suis dans la technologie, très simple, qui vous montre comment l'environnement a changé. Quand j'ai monté le cybercafé, évidemment, nous avions besoin de bande passante et Internet, n'est-ce pas, pour opérer. Je pense que la bande passante que nous avions nous coûtait peut-être 400 ou 500 000 francs CFA par mois et nous donnait un débit de peut-être 2 mégabits par seconde. Donc un débit très bas pour une opération de ce genre, mais c'était déjà acceptable en Côte d'Ivoire à l'époque. 10 ans après, lorsque j'ai monté à Kilisoft, nous avions un débit peut-être de 5 mégabits par seconde, ce qui nous permettait de faire des réunions en ligne. Il y avait souvent beaucoup de coupures, c'était un peu difficile, donc tout ça a contribué essentiellement à la difficulté d'obtenir du travail. On essaie d'exporter nos ressources intellectuelles ivoiriennes vers les États-Unis, vers ici, en obtenant des contrats. Mais vraiment, il était difficile d'opérer dans ce contexte-là. Je saute à 2022-2023. Aujourd'hui, nous avons une connexion fibre optique dans nos locaux avec à peu près 50 mégabits de débit par seconde, ce qui veut dire que c'est le genre de connexion qui nous permet maintenant d'opérer. Donc quand on parle du contexte, il y a le contexte juridique, il y a le contexte légal, le contexte économique. Moi, je parle simplement du contexte opérationnel.
grandement changé. Nous n'avons plus de coupure de courant, nous n'avons plus de coupure d'Internet. Pour une société qui est dans le domaine de la technologie, ça nous permet vraiment d'opérer. Voilà. Merci, M. Alain Kouyaté. Ça, c'est au niveau technologique. Maintenant, on essaiera de voir au niveau de l'immobilier et l'expérience de M. Cyril Issana. Merci, mais déjà avant de parler de l'immobilier, je pense qu'on aura le temps de débattre ça plus en profondeur dans un autre panel. Oui. Quand on parle déjà de l'environnement des affaires, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, puisqu'on en parle très souvent. Il faut tenir compte de la gouvernance même d'un pays, gouvernance économique. Il faut tenir compte de tout ce qui est lié à la fiscalité dans un pays. Il faut tenir compte des infrastructures dans un pays, le judiciaire, les entreprises, comment est-ce que la fiscalité est gérée, et ainsi de suite. C'est tous ces aspects-là qui permettent d'inciter les investisseurs à venir dans un pays. Si vous allez dans un pays où la justice ne fait pas bien son rôle, et qu'on est confronté à des problèmes localement et qu'on n'est pas du tout sécurisé, ça freine les investisseurs. C'est de ça qu'on est en train de parler ce matin. Moi, je vais vous donner déjà l'évolution des choses parce qu'il faut un soubassement solide pour qu'un pays puisse avancer, se développer. De 1960 jusqu'à 1980, il y a eu des évolutions. La Côte d'Ivoire était essentiellement basée économiquement sur deux aspects et sur deux produits de base. Parce qu'à l'époque, c'était le slogan du président Félix Houphouët-Boigny qui disait que le succès du pays reposait sur l'agriculture. Je pense que c'est toujours la même chose. L'excellence peut nous témoigner, on peut quand même l'applaudir à M. Ali Touré qui se bat pour nos matières premières. Donc, de 60 à 80, le bilan Café Cacao nous a permis de tracer les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc les infrastructures. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de développement. On dit toujours que la route précède le développement. Et la mise en place de tout ce qui est juridique, tout ce qui est loi, tout ce qui est aspect social. Donc de 60 jusqu'en 80, on a eu, je pense en 74, un excellent budgétaire de près de 1 000 milliards, ce qui a permis de développer les infrastructures, ce qui a permis de développer tout ce qui est infrastructure à caractère social. Il y a eu des logements sociaux, il y a eu des sociétés telles que la psychologie, ainsi de suite, pour développer le bien-être social. Donc cet environnement a créé à l'époque un environnement de paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc on s'est retrouvé malheureusement dans les années 80, il y avait la conjoncture qui était due à la chute des prix des matières premières. Et par la suite, il y a eu le corollaire de la conjoncture qui est l'ajustement structurel. Cet ajustement structurel a donc biaisé un peu notre développement. Donc le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, on s'en souvient, a été président d'un comité interministériel pour pouvoir relancer l'économie et créer un environnement vraiment pour permettre en fait aux investisseurs d'être à l'aise, de sécurité. Donc par la suite, il a été Premier ministre et après aujourd'hui le président de la République. Donc c'est cette continuité, ce soubassement qui a été mis en place. Mais n'occultons pas le passage qui nous a traîné à un moment donné dans l'obscurité avec la crise qu'on a connue. Cette crise a creusé encore en fait davantage de méfiance entre nous, entre comment on appelle les Ivoiriens. Donc ça a dû à un moment donné faire fuir les investisseurs. Ça a dû faire fuir les investisseurs. La justice à un moment donné n'était pas une justice vraiment bien structurée. Tout ce qui était aspect lié, comme on appelle, aux investissements, c'était pas propice. Donc les investisseurs étaient à un moment donné partis. Parce qu'on a quand même connu pendant 10 ans une crise. Et donc après la crise post-électorale, évidemment, il fallait se battre pour que l'environnement des affaires puisse être propice aux investisseurs. L'investisseur, lui, son rôle, c'est quoi? C'est d'envoyer de l'argent, c'est de pouvoir investir, c'est vrai. Mais il a besoin de sécurité. Il a besoin de sécurité, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'avoir, comme on appelle, une incitation, même voie fiscale. C'est pour ça d'ailleurs que le CPC, je pense que mon frère en parlait tout à l'heure, a mis en place toute une batterie d'incitations pour que les investisseurs puissent venir. Donc nous, aujourd'hui, en débattant, c'est de pouvoir rassurer, tous ceux qui sont à la diaspora, qui évidemment vivent dans un milieu où la gouvernance leur permet de travailler. C'est de leur dire qu'aujourd'hui, des efforts ont été faits. Tout n'est pas encore arrivé à 100% comme on le dit dans aucun pays au monde, mais des efforts sont faits. Ces efforts-là, liés sur la gouvernance du pays,
liées sur le pouvoir judiciaire, liées sur la fiscalité des entreprises, liées sur l'incitation fiscale, avec aujourd'hui des zones industrielles qui ont été mises à contribution pour pouvoir permettre en fait aux investisseurs de pouvoir s'implanter avec des exonérations fiscales. Les exonérations fiscales, ça permet en fait d'inciter et de protéger l'investissement. Et le plus important, sont les entrées et les sorties des devises. Si un investisseur vient investir son argent à un moment donné, comment est-ce qu'on pourra rapatrier ses fonds? Je pense que le CPC a mis en place des choses qui permettent de le faire. Et au-delà de tout ça, évidemment, en tant que diaspora, l'important c'est qu'à un moment donné, il faut contribuer au développement de son pays. Mais donc, c'est tous ces aspects-là, moi je viens de citer. Quand vous partez par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez le nombre de personnes qui arrivent à l'aéroport d'Abidjan. Parfois dans l'avion, vous pensez que vous allez vers une destination que ce n'est pas Abidjan. C'est pour dire qu'il y a un potentiel. Ce potentiel doit nous faire réfléchir, doit nous permettre de faire développer au mieux nous-mêmes notre pays. Vous voyez des infrastructures par exemple, quand vous allez partout, vous partez à l'intérieur du pays, il y a des bitumes partout. Donc il y a les accès, les endroits les plus reculés sont en train d'être reliés à la capitale. Aujourd'hui, on est en train de penser à la décentralisation, à la création de villes nouvelles pour permettre en fait aux investisseurs dans tous les domaines d'être à l'aise. Donc je pense que monsieur le modérateur ne peut pas trop mobiliser la parole. Je vais peut-être m'arrêter là. On aura l'occasion d'en parler aussi par la suite. Merci beaucoup. Et j'aurais une autre question en fait pour vous sur ce sujet-là, parce que avant de passer à M. Franck, pensez-vous, de votre opinion personnelle, que nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir les investisseurs de la diaspora? Oui, bien entendu. Je veux dire, dans mon propos de tout à l'heure, j'ai tout à fait dit que les sillons sont tracés pour que les investisseurs de la diaspora puissent se retrouver. La gouvernance dont on parle a été mise à contribution de sorte que aujourd'hui, il a été mis en place, même je crois qu'il y a un ministère qui est dédié à ça. Je pense que l'État a mis en place toute une batterie en fait de fiscalité de sorte que la diaspora puisse venir investir en Côte d'Ivoire. Il y a la sécurité des investissements, c'est ça qui est le plus important. Alors, la diaspora ici, il y a certains qui sont arrivés depuis très longtemps, je pense le contrôle de mon doyen, qui est habitué à, comme on appelle, à une méthode de travail. Il y a la méthodologie de travail qui est là. Il y a souvent des pilotages automatiques même des gouvernements ici, donc il n'y a pas de problème. Alors, donc il y a un couloir vert qui a été mis en place. En tout cas, dans le ministère dans lequel moi je travaille constamment, c'est le ministère de la Construction. Et donc, il y a un couloir vert qui a été mis en place pour accueillir nos frères de la diaspora et pour leur permettre de créer des structures localement afin d'avoir des agréments facilités, de sorte qu'ils puissent s'intégrer tout en tenant compte d'où ils viennent. Donc, concernant par exemple les nouvelles technologies, le jeune a dit tout à l'heure, tout a été mis à contribution pour que les gens puissent être à l'aise et ne pas se sentir dépaysés quand ils arrivent en Côte d'Ivoire. Maintenant, bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir ensemble partager les expériences diaspora et locales. Donc, nous avons mis, en tout cas au sein de notre chambre, des possibilités de partenariat, de sorte que ceux qui arrivent de la diaspora puissent s'intégrer, puissent comprendre les lois locales, puissent s'imprégner des réalités afin de pouvoir avancer. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas venir, comme on appelle, vouloir venir investir et éviter de coûter ceux qui sont sur le terrain. Parce que c'est ça le plus important, l'expérience du terrain, et c'est très important. Il y a des choses qui marchent peut-être aux États-Unis, il y a des choses qui marchent peut-être en Europe qui ne marcheraient pas forcément localement. Voilà, donc c'est un peu le conseil que je peux donner. Sinon, bien évidemment, je pense que les sillons sont tout à fait honnêtes. Merci. Je pense que M. Franck aura encore plus à dire sur cela. Effectivement, M. Sangaré, apparemment, il peut travailler sur le CPC parce qu'il a une connaissance très élargie du monde des affaires. Et effectivement, tout ce qu'il a dit, c'est parfait, c'est correct. La Côte d'Ivoire, avant que je ne parle du CPC en tant que tel, il y a des références macroéconomiques qu'on peut donner. C'est 40% de l'économie ouest-africaine, nous on était ouest-africaine. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 30 millions d'habitants, avec 70%
de moins de 30 ans. La Côte d'Ivoire, c'est parmi les top 5 de production de noix de cajou, café, cacao, EVA. Donc, c'est une économie dynamique et résiliente. Ça, c'est un fait indéniable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des références qui sont accessibles sur les sites du FMI et de la Banque mondiale. Mais le président de la République, depuis 1992, a compris une chose très essentielle. L'économie d'un pays ne peut pas reposer simplement sur le gouvernement. Le gouvernement, à lui seul, ne peut pas être source de création d'emplois. D'où la création du CPC depuis 1992, et quand il était Premier ministre. Et en 2012, quand il arrive aux affaires, quand il a été élu président de la République, il a donné des moyens au CPC pour pouvoir accomplir ses objectifs. Donc le CPC, qui est le centre de la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, comme M. Sangaré vient de le dire, a pour objectif d'attirer les investissements vers la Côte d'Ivoire et aussi créer des champions nationaux. C'est très important parce que c'est vrai de venir investir, mais c'est aussi bon de créer des champions nationaux. Et donc, nous avons un plan stratégique qui est aligné directement avec un document que le gouvernement, chaque 5 ans, produit, qui s'appelle le PND, le Plan National de Développement. C'est important parce que, vous savez, on parle de la diaspora qui doit venir investir. Et puis, j'étais ici, et puis quand les gens venaient souvent dire, allez-y investir, je me posais la question, mais on va investir dans quoi? C'est ça un problème, parce que c'est la Côte d'Ivoire, nous tous on veut entrer, on veut investir, mais investir dans quoi? Donc le plan national de développement est un document qui identifie des secteurs clés d'investissement et le gouvernement crée des partenariats, si vous voulez, il crée l'environnement pour que ceux qui sont dans le privé puissent se joindre au public et on fait des appels d'offres. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, tout à l'heure on va entrer en profondeur, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de la diaspora, essentiellement, les chiffres que nous avons au niveau du CPC montrent qu'il y a un travail de communication à faire. Je vous donne un exemple banal, très simple. Son Excellence, M. Ibrahim Touré, quand je causais avec lui il y a quelques semaines de cela, m'a dit « Ah, M. Saou, nous avons signé un MOU avec Exim Bank et une ligne de crédit, je crois, de 500 millions, je crois, de dollars. Donc, voici une ligne de crédit qui est ouverte. Voici la diaspora qui est ici, depuis peut-être 15-20 ans. Nous sommes porteurs de projets. Nous avons un PND, un plan national de développement, qui identifie des secteurs clés de développement. Si on me dit que je n'ai pas d'idée, ça c'est autre chose. Mais si on a une idée, on me dit que je n'ai pas de financement, qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces financements-là? Et c'est en ce sens-là que je salue le doyen, notre doyen qui est ici, parce que le MCC, c'est une ligne de crédit qui a été donnée à la Côte d'Ivoire, ils ont pu bénéficier, donc c'est une preuve vivante que ça marche. Donc c'est ce que je veux dire à nos chers frères de la diaspora. Parce que le pays est en chantier, comme M. Sangaré l'a dit, à chaque fois il y a des projets. Au CPC, c'est vrai que les investissements étrangers arrivent, mais nous faisons aussi de sorte que ceux qui sont nationaux, qui sont porteurs de projets, puissent avoir accès à ces investissements-là aussi, à ces lignes de crédit-là, je veux dire plutôt. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Quand je venais, par exemple, l'ambassadeur m'a dit, est-ce que vous avez des projets clairs, précis, que nous pouvons donner, par exemple, à la diaspora? Donc, par exemple, ici, j'ai une carte digitale. Sur un côté, on dit accéder aux fiches projets. Il y a des projets qui sont là, identifiés. Et l'autre côté, c'est le code des investissements. Je vais élaborer rapidement là-dessus avant de vous passer la parole, parce que M. Sangaré a dit quelque chose qui est très important. Le code d'investissement, la dernière fois, j'étais au Africa CEO Forum et j'ai croisé un chef d'entreprise. Je vais taire le nom pour des raisons de confidentialité, qui me dit, M. Saou, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec le CPC parce que nous avons investi 40 milliards de francs CFA, mais malheureusement, on est passé par un cabinet, on n'est pas passé par le CPC. Et aujourd'hui, on me fait comprendre que si on passait par le CPC, on pouvait avoir des exonérations au niveau de la TVA et consorts. Bon, ce n'est pas rétroactif. Quand vous avez injecté sans passer par le CPC, vous ne pouvez plus revenir. Vous comprenez? Donc, j'ai des informations ici que je vais distribuer tout à l'heure à l'Assemblée qui identifient des projets clairs selon l'intérêt de chacun de nous. Et le verso, il y a le code des investissements. M. Sangaré est dans la construction. Ce n'est pas un code d'investissement au CPC. Voilà. Quand je suis arrivé au CPC, ça fait peut-être quelques mois, c'est l'un des trucs que j'ai dit, il faut qu'on se batte pourquoi prendre ça, parce qu'ils ne vont pas être contents à la construction, mais ce n'est pas dans le code des investissements. L'automobile, par exemple, c'est dans le code des investissements. Donc il y a certains secteurs clés qui font partie. Et c'est très important qu'on puisse savoir où est-ce qu'on veut investir et puis quels sont les bénéfices par rapport à ça.
Bon, on va aller vite. Voilà, moi je me présente, je suis Germain Kouassi. Voilà, je suis le directeur général d'une entreprise d'électricité qu'on vient de créer en Côte d'Ivoire, dont le PDG est juste à côté de moi. Nous avons des préoccupations. Je dirais, comment réussir en Côte d'Ivoire? C'est comme ça que je vais phraser un peu mes propos. Comment réussir en Côte d'Ivoire dans la mesure où ça nous a mis 2 ans, comme Sangaré le disait tout à l'heure, sur le plan juridique, sur le plan de la constitution des documents, ça nous a mis 2 ans. Nous avons inauguré notre bureau à Bouaké le 5 novembre. Et depuis le 5 novembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des marchés. Au niveau de la CIE, au niveau de Côte d'Ivoire Énergie. Nous employons aujourd'hui 15 jeunes qui, si on ne fait pas attention, qu'on va mettre dans la rue, peut-être d'ici 1 mois ou 2, au moment où le président de la République a décrété cette année l'année de la jeunesse. Alors, comment réussir en Côte d'Ivoire? Les marchés que nous avons lancés, demandés, la plupart du temps, ces marchés sont occupés par, je dis les thèmes, les barons du pays. La corruption, comment contourner la corruption? Parce que quand vous demandez un marché, celui qui veut vous donner le marché va vous dire, je vous demande 30% sur 40% sur le marché. Celui qui doit émettre votre chèque vous dit, vous me devez me donner 30%, sinon on ne va pas émettre vos chèques. Donc sur un marché, 70% sont déjà partis. Et si vous le constatez au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chantiers qui ne sont pas achevés dans l'électrification des villages, des villes, des structures. Parce que les gens, quand ils entendent un marché de 1 milliard, ils pensent que c'est beaucoup, ils courent là-dessus. Mais en fait, à force de distribuer, ils n'arrivent pas à finir le marché. Donc, la question est comment retourner au pays, comment réussir en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le doyen le disait tout à l'heure. Voilà, comment réussir en Côte d'Ivoire. Nous avons des chantiers au niveau de la CIE, 18 chantiers qui ne sont même pas encore payés. Et quand on dit, donc on doit envoyer vos bons à Abidjan, les bons doivent revenir à Bouaké pour que les bons soient signés, pour que les bons repartent à Abidjan pour émettre les chèques. 18 chantiers. Depuis novembre, le 5 novembre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je le dis, le président de la République a décrété cette année l'année de la jeunesse et nous sommes prêts à mettre dans les rues 15 jeunes sur qui les parents comptent. Ils viennent de Saint-Fra, de Soubré, ils sont hébergés chez nous à Bouaké et on les paye régulièrement sur nos fonds propres. Nous avons vidé nos comptes, nous sommes surendettés, nous avons vidé toute notre carte de crédit et on va mettre 15 jeunes dans la rue. Alors la question, comment réussir en Côte d'Ivoire? Je fais près de 30 ans d'existence ici aux États-Unis. Merci pour la question. Je vais donner une réponse. J'espère que M. Germain Kouassi ne va pas trouver cette réponse politique, mais c'est une réponse que je vais quand même lui donner parce que aussi, je vais partir d'une expérience que moi-même j'ai vécue aussi, aux États-Unis ici. À l'époque, avant de rentrer à Abidjan, de formation, je suis banquier. J'étais district manager pour l'une des plus grandes institutions financières ici aux États-Unis. Et j'ai voulu entreprendre parce qu'avec la chambre de commerce que j'avais, je parlais d'investir en Côte d'Ivoire, mais moi-même je vivais ici. Donc je n'ai pas trouvé ça normal de parler d'investissement. Mais pour bondir sur sa question, donc l'expérience que moi j'ai eue, c'était que j'ai créé une compagnie de transport. À l'époque, on me disait que ça marchait bien et qu'il y avait une opportunité, ceci, cela. La première erreur, je n'ai pas fait une étude de marché. Ça c'est important parce que la Côte d'Ivoire, généralement quand on est ici, on pense que c'est un village. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous allez et que vous regardez, les choses ont évolué. La création d'une compagnie d'énergie, d'électricité en Côte d'Ivoire, la CIE est implantée là-bas depuis fort longtemps. Elle a l'exclusivité, si je peux me le permettre, d'avoir ce marché. Mais ce n'est pas une raison pour empêcher des structures privées d'exister. Mais
la base aurait été que, par exemple, une étude de marché soit faite pour voir quelles sont les opportunités. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en partenariat même avec la CIE? Parce qu'elle ne peut pas couvrir tout le territoire ivoirien, alors que vous, quand vous venez, c'est un apport que vous envoyez à ce secteur d'activité-là. Donc, d'où, quand on parlait des secteurs d'activité clés dans le PND, on parle d'électricité, on parle de construction, on parle d'automobile. Si vous venez avec votre structure, peut-être aller en partenariat, parce que là, vous êtes en compétition. Et ce qui se passe en compétition, ils sont sur le marché il y a longtemps. Les gens qui sont locaux sont habitués à eux. Quel incentive ils auront à dealer avec vous au contraire des autres personnes? Et il y a toute cette dynamique-là qu'il faut regarder. Et quand on ne fait pas ça, quand on arrive et qu'on pense qu'on peut faire, souvent, c'est à ce genre de structure-là qu'on se pose. Donc, je ne connais pas trop les détails, mais ce que je crois voir, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude de marché. Parce que pourquoi Boaké et pourquoi pas peut-être, je ne sais pas, Korogo ou bien Bongwanou, un truc comme ça. I'm sorry, monsieur le modérateur. Est-ce que je peux approuver donc, je vais terminer rapidement. Je termine rapidement, s'il vous plaît. Souffrez, c'est ça qui fait la beauté de la chose, ok. Souffrez qu'on puisse échanger. Il a donné un point de vue, il a émis un problème, et j'essaie d'apporter un éclaircissement à ce qu'il a entendu dire. Donc, je dis, et je peux avoir tort, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'étude de marché. C'est ce que je dis. Okay. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, ce que je dis par exemple, s'il vous plaît, nous sommes ici et moi je ne vais pas venir vous dire certaines choses qui ne peuvent pas exister là-bas. Parce que moi, j'ai fait partie de la diaspora aussi. J'étais ici pendant 25 ans. Ce que je suis en train de vous dire... Un grand sportif. Ok, donc j'ai eu l'opportunité effectivement d'en discuter avec M. Germain Kouassi. C'est vrai qu'on est pris par le temps, je vais aller très vite. C'est à dessein que nous avons demandé à M. Germain Kouassi, à M. Sylvain Kwame, un jeune ivoirien propriétaire d'une entreprise et qui est aujourd'hui en train de poursuivre un projet qui va générer près de 3000 emplois directs dans le domaine de la production de l'énergie. Donc il vous souviendra que je vous ai dit qu'après cette journée de l'entrepreneuriat, je vous proposais de m'adresser un courrier que nous allions porter à la connaissance des plus hautes autorités pour dire, vous demandez à nos frères et sœurs, à nos compatriotes de venir, mais voilà un cas d'école. Aidez-nous à les aider pour qu'ils servent d'exemple. Je crois qu'on en avait parlé. C'est déjà bien, Cheikh l'a dit, ils ont des marchés. Ce que je peux dire, il faut oser. Il faut oser, et s'il y a un problème, venez nous voir. Nous ne disons pas que nous allons trouver des solutions à tous les problèmes, mais au moins comme nous sommes un canal officiel, on aura la possibilité de porter l'information à la connaissance des autorités ivoiriennes. Et ici, le Premier ministre est déjà venu 3 fois, et vous vous souviendrez qu'au cours d'une réception que nous avons organisée, il s'est déplacé, il est allé soit à la table des Ivoiriens, il a discuté avec eux. Et la question que j'ai posée, quand certains sont venus me voir, tout émerveillé, mais le Premier ministre, il est venu s'asseoir avec nous, on l'a contredit, on a discuté. J'ai dit, mais après, il y a quoi? Après, on fait quoi? Et si on s'organisait en tant que diaspora? Voilà un grand expert, Yao Guevara, vous-même, une petite délégation, 5, 6, 7, 10 Ivoiriens qui ont des projets, aller en Côte d'Ivoire, rencontrer le Premier ministre, le CDC, toutes les autorités, poser clairement les problèmes. C'est comme ça qu'on fait. Donc, Germain, après cette journée, traduisons en acte concret ce que nous avons décidé. C'est vrai que vous avez bien posé le problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Un aîné me disait toujours, Ali Touré, il dit quand il n'y a pas de solution à un problème, il disparaît tout seul. Voilà. Merci.